Lycée moderne d'Abobo 1 et 2. Il est 8 heures. Examinateurs et élèves sont présents sur le site qui fait office de centre d'examen pour les épreuves physiques et sportives du brevet d'études du premier cycle BEPC, session 2018. Dans ces deux lycées, plus de 7000 élèves seront évalués lors de ces épreuves. Les élèves ont répondu présent. Les élèves ont répondu présent parce que nous sommes quand même un grand centre et les activités physiques se poursuivront jusqu'au vendredi. Lancer de poids, gymnastique et course de vitesse sur 60 mètres, des disciplines auxquelles sont soumis les candidats. Obtenir donc le précieux sésame qui leur ouvrira les portes du second cycle, c'est l'objectif visé par ces candidats qui ne veulent négliger aucune matière. Le poids physique est une éducation physique et sportive qui compte beaucoup dans l'examen et est importante pour nous. Le poids physique n'est pas négligé parce qu'elle bouge d'autres matières. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a perturbé le bon déroulement des épreuves. C'est le cas au lycée Adama Sanogo. Quand on est arrivé ce matin, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Bon, peut-être c'est en fonction de la pluie qu'on nous a dit de venir lundi. Aujourd'hui, on a débuté les épreuves. Il y a d'autres qui ont fait 2, il y a d'autres qui ont fait 1, il y a d'autres aussi qui n'avaient pas fini et puis la pluie a commencé. La programmation a été faite par étapes. Il y a un groupe qui passe les matins et le second le soir. Donc, je ne veux pas qu'il y ait un attroupement le soir. Par rapport aux élèves, on a décidé comme ça que ceux du matin doivent passer le lundi. Ces épreuves physiques et sportives marquent le démarrage de l'examen du BEPC session 2018 sur toute l'étendue du territoire. Cette année, la direction des examens et concours a instauré la convocation de tests pour les épreuves physiques et sportives. Elle offrait à tous les candidats l'opportunité d'effectuer un ultime contrôle des informations sur leur identité. Cette procédure permettra de tester la fiabilité des fichiers des différents candidats au BEPC et au test d'orientation en seconde, à savoir l'identité du candidat, la langue vivante, la matière facultative et son aptitude à l'EPS. « 158, c'est le nombre de personnes en situation de handicap que le gouvernement ivoirien compte intégrer cette année à la fonction publique. L'annonce a été faite le 4 avril dernier. Ce vaste recrutement va favoriser l'insertion professionnelle de cette catégorie de personnes qui souvent a du mal à trouver un emploi. La mesure qui contribuera à l'épanouissement des bénéficiaires réjouit la Confédération des organisations des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. Au vu des acquis, il nous paraît indispensable de sacrifier à une obligation en de telles circonstances, celui de témoigner toute notre gratitude envers son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et son gouvernement pour tant d'efforts consentis en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de travail des personnes en situation de handicap. Depuis quelques années, de nombreuses actions sont menées pour l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap. En 2015, un premier recrutement dérogatoire avait permis l'insertion de 300 personnes en situation de handicap à la fonction publique. Cependant, des préoccupations demeurent. Toutefois, l'âge constitue un obstacle pour l'insertion de plusieurs postulants puisque le recrutement n'est pas annuel. À cet effet, nous demandons la révision de l'âge limite. Par ailleurs, nous souhaitons que le recrutement dérogatoire soit annuel et que le nombre de places octroyées soit revu à la hausse en 2019. La COP HCI, qui fédère cette organisation, invite par la même occasion les personnes en situation de handicap à l'Union pour plus d'actions en leur faveur. Devant son écran vert, Ganimat Saïd accomplit chaque semaine ce qu'il considère comme un acte de résistance. Cet opposant azéri réalise des émissions sur des sujets censurés en Azerbaïdjan. Là-bas, selon Reporters sans frontières, le pouvoir mène une guerre impitoyable contre les dernières voix critiques. En Azerbaïdjan, il ne reste aucun média indépendant. Ils ont tous disparu. C'est pourquoi nous avons été poussés à créer cette chaîne accessible à tous par satellite et sur Internet. C'est à Strasbourg que Ganimat a créé Canal Touran, une ville accueillant de nombreuses institutions européennes. La chaîne est d'ailleurs émise par un satellite européen.
Cela permet d'atteindre les téléviseurs en Azerbaïdjan en contournant le blocage du pouvoir. C'est ce qu'il s'est passé il y a 3 ans, quand l'équipe de Ganimat a traduit et diffusé une émission d'Élise Lucet. Cette dernière qualifiait l'Azerbaïdjan de l'une des dictatures les plus féroces au monde. Résultat, la journaliste a été attaquée en justice par le régime du président Aliyev. Cette émission a eu beaucoup de succès sur notre chaîne YouTube. On a atteint près de 400 000 vues. Pour un pays de la taille de l'Azerbaïdjan, ce n'est pas mal du tout. La répression vise en particulier les journalistes de Canal Touran. Pour continuer à travailler, Ganimat mise sur le journalisme citoyen. Sur son téléphone, il reçoit beaucoup de témoignages et en diffuse certains. La maison de cet homme a par exemple été victime d'un tremblement de terre. Le pouvoir n'y porte aucun intérêt, alors qu'il est dans l'obligation de réparer ce domicile. Mais Ganimat n'est pas seul dans sa lutte. Emin Ahmedbekov est l'un des journalistes les plus actifs de Canal Touran. Cet ancien policier a fui l'Azerbaïdjan avec sa famille et s'est installé dans l'est de la France. Il possède depuis peu son propre studio, installé dans sa cave. Un progrès considérable après avoir travaillé près de 4 ans en Bulgarie. Là-bas, sa femme et lui enregistraient leurs émissions avec un simple téléphone. On installait un écran vert comme celui-là sur le mur de notre chambre à coucher. On remontait notre lit, on tournait l'émission, puis on remballait tout avant de diffuser. Aujourd'hui, ces 2 hommes sont réfugiés en France. Mais ils restent très inquiets pour leurs sources en Azerbaïdjan. En 2017, le pays comptait 137 prisonniers politiques, exposés à la torture et aux violences du pouvoir. Le 10 avril 2008 aboutit à la victoire d'un parti qui se réfère au maoïsme. C'est le dernier acte d'une tragédie qui a frappé la monarchie au Népal. Cette institution ancestrale a été profondément déstabilisée par le massacre de la famille royale le 1er juin 2001, héritier de la dynastie des Shahs qui avait unifié le Népal au XVIIIe siècle. Le roi Gyanendra, âgé de 60 ans, richissime homme d'affaires. Il monte sur le trône à l'issue de l'assassinat de son frère, le roi Birendra, lors d'une tuerie collective commise par le prince héritier. La crise éclate et en mai 2002, la rébellion maoïste s'étend. Le roi dissout le parlement, s'arroge les pleins pouvoirs et instaure l'état d'urgence en février 2005. En 2006, année de la révolte populaire à Katmandou, des manifestations éclatent au mois d'avril. 3 semaines de tensions orchestrées par une alliance de maoïstes et de partis parlementaires modérés. Le roi est sous pression. Il vit quasiment reclus. Les Népalais lui reprochaient son autocratisme et son arrogance. La montée en puissance du mouvement maoïste, après avoir orchestré une rébellion de 10 ans, 1996-2006, a fait quelques 13 000 morts. En novembre 2006, un accord de paix entre les partis parlementaires et les maoïstes, la guérilla exige que soit établie une république fédérale. Les insurgés acceptent de déposer les armes contre la perspective d'un démantèlement de la monarchie. La première tâche de la nouvelle assemblée est donc de liquider la monarchie. Le 28 mai 2008, le nouveau Népal républicain dirigé par le parti maoïste vainqueur des élections constituante du 10 avril. Invité par le Premier ministre à former un gouvernement, l'Assemblée constituante acceptera au total 601 députés désignés à l'issue d'un mode de scrutin complexe mêlant système proportionnel et majoritaire. L'Assemblée constituante népalaise, dominée par les maoïstes, met fin à la dynastie hindouiste des Shahs. C'est un tournant historique, une révolution institutionnelle dans ce petit pays coincé au cœur de l'Himalaya entre l'Inde et la Chine. Vieille de 239 ans, la dernière royauté d'Asie du Sud avec le Bhoutan disparaît ainsi. Le Parti communiste népalais maoïste mobilise 20 000 de ses militants pour célébrer l'avènement de la République. 3 jours fériés ont été décrétés.